Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. C'est un véritable succès. Nous sommes plus de 200 à être connectés simultanément pour assister à ce webinaire intitulé tout simplement et en toute modestie, le futur du travail. En cette période, nous sommes en effet nombreux à nous poser la question des nouvelles organisations, des nouvelles attentes des salariés dans un monde qui se transforme brutalement avec l'aide des technologies et surtout face aux nouvelles contraintes économiques et sociales. Alors, quid du capital humain dans tout ce qui se passe? Plusieurs personnalités vont nous éclairer à la lueur de leur expertise et surtout de leur expérience, ce qui va nous permettre d'assister, j'en suis sûr, vous allez le voir, à des échanges denses et riches. Pour ouvrir cette matinée d'échange, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir d'accueillir celui qui se trouve en bas à gauche. Ce n'est autre que l'administrateur général du CNAM, Olivier Faron. Bonjour Olivier. Bonjour Gilbert, et très heureux d'être avec vous et très heureux d'ouvrir ce webinaire. Merci de nous accueillir, merci d'avoir eu cette excellente idée avec le CNAM de ce thème pour ce webinaire. Alors pourquoi tout simplement le CNAM s'intéresse au futur du travail? D'abord, ce n'est pas simplement le CNAM, c'est aussi nos amis de Malakoff Humanis, et je les salue, ils sont présents d'ailleurs ce jour, et donc c'est évidemment avec eux. Alors le travail, je dirais que c'est le paradigme à la fois de la recherche, de l'expertise et ce que nous faisons au CNAM. Nous traitons tous les aspects du travail, nous traitons à la fois l'ergonomie, la sociologie, la psychologie du travail. Nous avons eu la chance d'intégrer un centre d'études sur l'emploi et sur le travail, qui est un programme transversal. Donc, je dirais que le travail, c'est le cœur de la réflexion, de l'expertise, de la recherche du conservatoire. C'est ce qui fait du lien entre tous les collègues et c'est notre ambition collective. Quel est le message pour les personnes qui nous regardent autour de cette idée de compétences, notamment qui vous est chère au CNAM et d'acquisition d'expérience? Vous l'avez résumé, cher Gilbert Alzoulet, dans votre introduction. Aujourd'hui, la richesse de notre pays, elle est humaine fondamentalement. Ce sont toutes les compétences que nous allons pouvoir porter et qui vont être au service du développement économique. Donc la montée en compétences, ce n'est plus un choix, c'est une absolue nécessité. Et c'est ce qui permet à chacune et à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir la carrière, avoir la vie qu'il souhaite, et aussi à l'entreprise, au territoire, de pouvoir se développer. Donc, la montée en compétences, c'est véritablement ce que nous portons au CNAM, mais c'est aussi ce qu'il faut privilégier dans sa vie personnelle quand on se projette, quand on construit quelque chose. Donc, actifs, demandeurs d'emploi, projetez-vous, construisez-vous un parcours, soyez accompagnés pour cela et la montée en compétences, c'est la bonne réponse pour vous et pour votre environnement social et économique. Donc, oui, plus que jamais, la montée en compétences est une absolue nécessité. L'intelligence, évidemment, on sortira par le haut de cette crise. Justement, qu'est-ce qui a changé avec cette crise qui est aussi bien économique que sanitaire, que sociale? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et vous avez raison de dire que c'est une crise multiforme. C'est une crise qui prend plusieurs aspects. On est concentré sur la crise épidémique, mais n'oublions pas, bien sûr, il y a la crise politique avec le terrorisme, il y a la crise sociale, il y a la crise économique. Qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé fondamentalement, c'est bien sûr que beaucoup de nos activités ont privilégié un mode distanciel. Nous avons fait du télétravail et encore maintenant, le télétravail est un mode évidemment extrêmement prégnant dans l'économie actuelle. Le télétravail, c'est quelque chose qu'on avait évidemment prévu, mais qu'on n'imaginait pas se généraliser autant. Le télétravail, ça veut dire changer nos habitudes, prendre aussi, pour revenir sur les compétences, de nouvelles compétences, mais aussi imaginer un management du télétravail. Et là, il reste de grandes marges de progression. Et puis, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il va falloir sortir de la crise économique et donc sociale qui va prendre malheureusement en partie un certain nombre de réalités de notre pays. Je pense à la question qui va être une question centrale pour les compétences, celle de la reconversion. Prenons un actif dont malheureusement l'entreprise va connaître des difficultés. Il faut l'accompagner pour qu'il rebondisse. Ça veut dire quoi l'accompagner? Ça veut dire mesurer ses compétences, ça veut dire valider ses expériences et ça veut dire lui construire le parcours ad hoc qui lui permettra le vrai rebond. Dans le mot résilience, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, il faut chercher le mot rebond. Dans le mot relance, il faut chercher reconstruction. C'est toutes et tous ensemble, grâce, en imaginant un travail différent, que nous allons sortir de la crise que nous connaissons.
Eh bien, tout est dit. On peut s'arrêter maintenant. Merci Mais non, beaucoup, Olivier. non, Mais non, on ne va pas s'arrêter. mais parce que de toute façon, c'est maintenant que ça commence avec les fabuleux invités que vous avez choisis, Voilà. cher Gilbert Azoulay. Donc, encore une fois, et je conclurai sur ça, merci aussi à Newstank et Newstank RH en particulier, mais merci à Newstank de nous accompagner et de bien vouloir travailler avec nous. C'est du plaisir et du bonheur. Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt. Allez, on va commencer. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos 3 intervenantes pour l'occasion. Nous avons le plaisir et la joie d'avoir 3 expertes. Anne-Sophie Godon, directrice innovation chez Malakoff Humanis. Vous enseignez aussi au CNAM, puisque vous êtes en charge de la chaire qui associe et le CNAM et Malakoff Humanis notamment. C'est ça, Gilbert. Alors, à côté de vous, Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM et responsable de la filière des formations RH. Cécile Dejoux, que l'on connaît bien aussi dès qu'on parle digital numérique, on fait appel à elle. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Audrey Perrochot, directrice des territoires chez Pôle emploi. Pardonnez-moi Audrey, j'ai résumé un peu votre titre parce qu'il est tellement long. On donne des titres incroyables chez Pôle emploi. Il y a des et vous êtes professeur associé au CNAM. Donc, à vous 3, nous allons dessiner les scénarios prospectifs sur le futur du travail, si vous en êtes d'accord. Et je vais commencer par vous, Anne-Sophie Godon, parce que vous réalisez avec Malakoff Humanis des enquêtes. Souvent, il y a une très belle enquête qui a été proposée. Et la première question est pour vous, puisque vous avez suivi l'après-crise, le premier confinement, je dirais, en quoi la crise a été un accélérateur sur le champ du travail pour les salariés, les managers et les dirigeants, au regard des premiers chiffres que vous avez eus. Je crois que le premier élément auquel on pense de manière assez spontanée, d'ailleurs Olivier Faron l'a évoqué, c'est évidemment le télétravail. Et il faut se rendre compte qu'entre décembre 2019, donc il y a 1 an, et puis bien maintenant, bien on est passé d'à peu près 1 salarié sur 3 qui télétravaillait à 1 salarié sur 2 qui a découvert le télétravail ou qui le pratiquait avant. Donc, je crois que le premier élément auquel on pense, c'est évidemment ça, c'est évidemment le télétravail, avec peut-être à la fois des éléments qui ont été perçus comme étant très positifs, notamment d'ailleurs sur le volant des compétences. Un quart des salariés nous dit avoir appris pendant cette crise, donc soit appris évidemment dans l'usage du digital, mais aussi finalement profiter de ce temps pour se former. Donc, un premier effet bénéfice sur les compétences. Un deuxième sur l'autonomie. Je crois que on le verra, c'est vraiment une attente forte des salariés et donc ils disent d'ailleurs avoir gagné en autonomie. Une qualité de vie au travail aussi qui s'est améliorée pour beaucoup. Donc ça, c'est les principaux éléments positifs, mais peut-être de l'autre côté aussi des points d'attention dont on parle beaucoup, c'est d'une part ce phénomène d'isolement. Et là, je crois qu'on voit bien d'ailleurs en décembre que les salariés en ont peut-être un peu plus marque avant. Donc, un phénomène d'isolement, un phénomène d'empiètement de la vie pro sur la vie perso, à la fois au plan physique, parce que on vit, on travaille dans les mêmes endroits et on n'a pas tous la chance de pouvoir s'isoler. Mais on a aussi des temps de vie qui se sont mélangés. Et puis, peut-être aussi un sujet qui est cher au CNAM, les troubles, les fameux troubles musculo-squelettiques, parce que moins d'un salarié sur 2 a un espace de travail correct pour télétravailler. Ça veut dire finalement qu'on risque de voir aussi apparaître des troubles musculo-squelettiques en lien avec ce télétravail. J'avais une anecdote d'ailleurs, je discutais avec quelqu'un qui me disait dans une grande entreprise, on avait donné une petite prime pour les aider pour le télétravail et c'était un fauteuil qui s'était acheté les gens principalement. Donc voilà. on voit bien qu'il y a un lien. On parle rapidement des risques psychosociaux qui ont émergé. Anne-Sophie, vous en parlerez tout à l'heure. Comme vous voulez, non, mais effectivement, les risques psychosociaux sont finalement à la fois liés donc à ce télétravail dont on voit que il peut conduire à isoler les collaborateurs. On a aussi un phénomène d'augmentation de la charge de travail. On voit que les salariés qui télétravaillent ont tendance à finalement augmenter à la fois l'amplitude horaire, mais aussi la quantité de travail. Voilà, et ça se traduit d'ailleurs concrètement dans les arrêts maladie, puisqu'entre janvier et septembre, le nombre de salariés qui s'est arrêté pour une raison psychologique a doublé. Donc, on a 2 fois plus de salariés au mois de septembre qui sont arrêtés pour raison psychologique. Alors, il
faut aussi évidemment intégrer la peur, l'inquiétude envers le contexte économique, l'emploi, le risque de se voir finalement, enfin le risque de tomber malade. Donc, à la fois des éléments liés au travail, mais aussi évidemment des éléments liés au contexte. Vous parliez dans votre étude des sujets rapidement qui peuvent être contrebalancés, notamment par la possibilité d'être plus autonome et puis d'être plus utile peut-être. Voilà, donc effectivement, là, on vient de voir un peu les facteurs, on va dire, pathogènes. Maintenant, il y a quand même aussi des facteurs de protection. Donc, effectivement, l'autonomie, qui est un facteur très important. Le fait d'apprendre des choses. Apprendre, je crois que c'est extrêmement important. Apprendre tout au long de la vie, c'est absolument clé et c'est pas ici, au sein de cette enceinte du CNAM qu'on va me contredire. Et puis, cette flexibilité qui est très importante. Je crois que les Français, enfin les salariés français aspirent à pouvoir s'organiser de manière beaucoup plus flexible. Donc, tout ça constitue évidemment des facteurs de protection contre les risques psychosociaux. Ouais. On en parlera tout à l'heure. La prochaine table ronde, vous verrez notamment la DRH adjointe. Elle me reprendra s'il était là sur la profondeur hiérarchique. Ça reboucle un peu avec c'est un thème qui émerge. Cécile, quels sont les éléments clés de la transformation que vous avez identifiés et qui préfigurent peut-être le monde de demain? On coupe le micro pour les autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et puis vraiment un grand merci au CNAM à Newsstand d'organiser ce webinaire et un grand merci à Malakoff Médéric avec qui, et grâce à qui on peut justement mener des enquêtes, observer et puis réfléchir sur toutes ces questions pour créer de la connaissance. Donc, ce qu'on observe en fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est deux éléments. Déjà le fait que cette crise, cette pandémie, c'est un game changer. C'est un game changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des attitudes extrêmement différentes suivant les entreprises, suivant leurs dirigeants, suivant leur culture, suivant les secteurs d'activité. On n'est pas dans une uniformisation. On voit apparaître en fait trois grands axes. Des entreprises qui ont décidé d'utiliser la pandémie pour complètement se transformer. Et c'est Microsoft qui, hier, le DG de Microsoft qui disait qu'en fait, ils observent une accélération de 5 ans en 5 mois dans l'utilisation des outils et dans la transformation. Donc ça, c'est vraiment un game changer. Donc vous avez des entreprises qui ont décidé de se mettre au travail collaboratif, de se mettre au management à distance, d'encourager de nouvelles pratiques de travail, justement parce que le télétravail nous fait reconsidérer la confiance, l'engagement, le développement des talents, etc. Ça, c'est un premier groupe. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'entreprises. Ce sont des entreprises qui, elles, veulent retourner comme avant. Et ça, il y en a de plus en plus. Et elles disent, regardez, les gens, ils sont fatigués du télétravail, on a besoin de se retrouver, etc. Et la grande question, c'est pas qu'elles veuillent le retrouver comme avant, parce que de toute façon, c'est un jeu d'élastique, ça sera nécessaire, mais c'est est-ce qu'elles vont se transformer et ensuite, dans le temps, retourner comme avant, ou dans le temps, est-ce qu'il y aura donc un changement, même s'il est, j'allais dire, moins conséquent que le premier groupe, mais est-ce que ce changement, il va pouvoir perdurer? Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez des entreprises qui ont du mal parce que le télétravail a été mal vécu, parce que le management à distance n'a pas été accompagné, etc., à vouloir vivre cette transformation. Et puis, il y a un troisième groupe d'entreprises, et ça, c'est très intéressant, c'est celles qui vont faire du 50-50, vont utiliser donc la pandémie pour reconsidérer leurs locaux, faire des tiers-lieux un nouvel espace de travail et faire qu'en fait, le digital ne soit pas à la maison, mais soit dans des lieux partagés qui ne sont pas non plus le bureau et le siège ou les anciens lieux de travail. Et donc, vont réingénierer en fait leur mode à la fois physique et leur mode managérial. Donc, en gros, pour nous, on a trois types de management. Le management pour les premières, qui va être donc vraiment celles qui vont totalement se transformer, qui est un management à la pagaie. On va un coup à droite, un coup à gauche, et en fonction du contexte, on réajuste et on n'a pas peur de dire qu'en fait, on s'est trompé et qu'on revient sur ce qu'on a dit. C'est le management à la pagaie. Un deuxième type de management pour celles qui veulent retourner comme avant, c'est du management séquencé. Ok, j'ai été forcée d'être en télétravail, maintenant je vais être donc
en retour bourreux. Et puis, petit à petit, bien, je vais me réinventer. C'est un management séquencé. Et un troisième type de management pour les tiers-lieux, ceux qui se réinventent, c'est ce qu'on appelle eh bien, le management figital. Et c'est tout le sujet. Comment est-ce que je vais engager à la fois en physique et à distance des personnes qui peuvent dans la même tour être dans des bureaux à côté mais qui ne seront pas dans le même bureau et avec qui on va travailler, et puis des personnes qui seront dans un pays très très éloigné. Et ce management digital, c'est tout l'objet de notre futur MOOC que l'on fera donc bien sûr au sein du CNAM. Bon, mais vous êtes formidable. Le MOOC, le fameux MOOC de Cécile Desjous, qui avait eu la timbale, hein, si j'ai bonne mémoire, en termes de fréquentation hein, sur l'entrepreneuriat. Tout à fait. Une parenthèse. Vous n'avez pas parlé d'une catégorie d'entreprises, puisque j'ai préparé avec vous. C'est les entreprises qui pensent qu'on va revenir à la situation d'avant. Et celle-là, évidemment, c'est un sujet. Oui, ben, c'est très réconfortant mentalement de se dire qu'en fait, il y a des balises de stabilité vers lesquelles on va pouvoir revenir, mais c'est impossible. C'est impossible. La transformation numérique était déjà engagée avant la pandémie. Il y avait différents types de maturité. Avec la pandémie, il y a donc ce game changer qui fait que de toute façon, on est en transformation et la transformation, elle s'accélère et elle va prendre en fait, si on continue, 3 grands volets, cette transformation. Une transformation pour les basiques. Comment en management, il va falloir décider, manager les talents et bien sûr motiver différemment. Une transformation sur les compétences dites de transformation, hein, l'agilité, le design thinking, les compétences collectives et puis bien sûr l'IA et la culture data. Et puis, le troisième groupe, ça va être les compétences qui sont liées à l'incertitude qui va se pérenniser. Et là, pour nous, il y a vraiment un champ qui est autour eh bien, de ces compétences sur comment la réunion va de plus en plus disparaître pour devenir un champ du feedback, comment en fait on va devoir développer des compétences de centrage pour réapprendre à maîtriser, à prendre le pouvoir sur son attention, sa mémoire, sa gestion du temps, bien sûr son énergie et réinventer des interactions sociales en mode digital, etc. Donc ces 3 champs, les basiques, les compétences de transformation et les compétences liées à l'incertitude qui devient la nouvelle norme, le nouveau normal. Alors Audrey, c'est très important hein, ce qu'on a dit. Vous avez bien compris qu'on a des, comment dirais-je, intellectuellement, tout ce qui a été dit préfigure demain. Et pour autant, sur les territoires, puisqu'il faut descendre au niveau du territoire, au niveau parfois de l'intimité, de fonctions, de métiers, y compris les moins qualifiés parfois, est-ce que cette transformation est totale et entière partout? Bonjour et merci pour ce moment d'échange et de réflexion. La transformation, elle est là, on l'a vu, on ne reviendra pas derrière, on est dans une phase. Après, ça ne sera pas linéaire, enfin on le sait, Nassim Taleb a contribué à vulgariser cette approche, donc on va arriver à des vitesses et à des densités, Cécile Desjous le disait à l'instant, qui sont différentes d'une entreprise à l'autre, d'un individu à l'autre, d'un territoire à l'autre. Je voudrais partager que cette crise, et qui en effet est une crise, en tout cas une mutation, qui avait déjà démarré, peut-être plus à bas bruit sur certains points, révèle, accélère et par rapport au titre de notre webinaire, hybride. C'est-à-dire que elle révèle en fait le fait que l'appétence d'un certain nombre d'individus, d'entreprises aussi, a changé de donne et a passé à un mode en effet plutôt distanciel, figital ou autre, en tout cas à casser, à interroger une certaine unité de temps, unité de lieu, comme on disait avant dans le théâtre, hein, pour le mode de production de biens et de services. Ça, on le voit bien, nous, par exemple, dans les entreprises qui déposent des offres à Pôle emploi ou des demandeurs d'emploi qui candidatent. La question de est-ce que je peux travailler à distance? Voilà, j'habite à 300 km, mais j'ai des ressources rares, voilà, qui peuvent intéresser ces entreprises. Donc, on voit qu'on est au tout début, c'est évidemment trop tôt pour donner tenir des propos sérieux, mais il y a quelque chose qui peut se passer et qui peut, pour le coup, apporter de l'agilité dans un marché du travail. On pouvait un peu le déplorer il y a quelque temps, où maintenant devient au moins intellectuellement, mentalement envisageable des points qu'on ne s'était pas permis en fait de lever jusqu'à présent. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est en effet 5 ans en 5 mois. Nous, on l'a vu, je vais vous donner un chiffre assez clair sur l'accélération de la bascule en distanciel. On l'a vu pour le mode de travail, mais on le voit aussi pour le mode de formation. Évidemment, le CNAM, tous les organismes de formation ont fait une bascule immédiate quasiment. Enfin, c'est assez phénoménal ce qui s'est passé. Il se trouve que l'État avait lancé un marché national pour les demandeurs d'emploi 100% à distance, que Pôle emploi porte pour le compte du plan d'investissement dans les compétences. Il devait démarrer en avril, on l'a fait démarrer un mois avant, donc il a démarré fin mars.
On avait prévu 5000 entrées pour ce marché parce qu'on s'était dit, oulala, tout ça va aller doucement. On va arriver à 15 000 à la fin de l'année. Là, dans quelques semaines, on a donc augmenté 3 fois tellement il y avait de l'appétence et les gens, les demandeurs d'emploi aiment et réussissent. Donc voilà, on voit que c'est ces dimensions-là. Et puis, on voit qu'il y a aussi de l'hybridation. Alors là, sur un croisement de mon expérience Pôle emploi et des éléments au titre du CNAM, c'est que les systèmes qui structurent une entreprise sont interrogés, bousculés. Les systèmes, on en a un peu parlé avec Anne-Sophie Godon et Cécile Dejoux, des systèmes de communication, les systèmes d'autorité, de reporting, les systèmes de supervision. Hein. Et là, on est donc dans un élément où à la fois donc les managers doivent apprendre, même si je pense qu'il est important de se partager, qu'on était quand même dans un télétravail particulier. Voilà. Beaucoup de salariés ont basculé en télétravail, alors que, comme vous l'avez dit, ils n'étaient pas équipés pour. Donc voilà, là aussi, qu'est-ce qui va rester de ça demain par rapport à des personnes qui, du coup, se sont adaptées, mais voilà, dans un contexte qui n'était pas peu pensé comme les entreprises portaient le télétravail jusqu'à présent. Voilà, c'est compliqué de le voir, mais probablement, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et la question que posait, par rapport à Cécile, ce que disait Cécile Dejoux en particulier, c'est en effet la question et l'intérêt, je pense, le côté passionnant de la période, c'est que ça nous oblige à aller aux fondamentaux. Très bien, on veut revenir en présentiel, mais ça sert à quoi le présentiel? Qu'est-ce qu'on fait ensemble qu'on ne peut plus faire en distanciel? Une question juste purement matérielle. Et je rappelle, quand vous êtes au plus près des territoires, la technologie, elle a tenu. Et c'est peut-être aussi ça qui nous a surpris à tous. Oui, et puis il faut pas. Alors, je pense qu'aussi dans les transformations, il y a des polarisations en cours. Hein, on le voit au sein des entreprises. Pôle emploi est un établissement de réseau. Hein, les entreprises qui ont des réseaux avec beaucoup, Malakoff Ménéric peut-être aussi, avec beaucoup d'agences locales. En agence, les conseillers Pôle emploi, ils sont en agence, évidemment avec les règles sanitaires. Mais toutes les structures support ont basculé en télétravail. C'est compliqué à gérer ça en termes de direction générale et de management. Et il y a aussi des polarisations de métiers. On en a amplement parlé dans les médias. Il y a les métiers, oui, c'est au front, en présentiel, et les autres sont plutôt en distanciel. Il y a des complexités à tous, mais comment on gère, on va dire, des dimensions centrifuges, centripètes avec tout ça? Comment on garde une dimension collective? Et je pense que sur ce point-là, là aussi, on n'est pas dans l'immatériel. Pour Pôle emploi, comme pour plein d'autres entreprises, comment ça s'est passé, en fait, la bascule en télétravail de salariés qui n'étaient pas, hein? C'est des efforts colossaux, des services achats, des services informatiques, des services logistiques pour équiper en un temps record des personnes. Voilà, donc, il y a eu toute une chaîne extrêmement matérielle, extrêmement logistique et en effet technologique. C'est vrai, il y a de la bande passante en France, c'est rassurant. Hein. Alors parfois, on a eu peut-être un peu de mal avec l'administrateur général, mais ça s'est bien passé finalement. Une question pour vous, Anne-Sophie. Alors, il y a un écart quand même. Alors, il nous reste 15 minutes, hein, donc parce que je voudrais prendre des questions, comment dirais-je, prendre des questions des internautes. Il y a un écart entre ce que les salariés voient, ce qu'ils espèrent, et ce qu'ils pensent qu'il va se passer. Alors, c'est vrai que demain, pour eux aussi, c'est compliqué. Ouais. Alors effectivement, on a interrogé les salariés du secteur privé au mois de septembre et on leur a notamment demandé, en ce qui concerne le travail, qu'est-ce qu'ils voient comme évolution souhaitable et qu'est-ce qu'ils voient comme évolution probable. Donc là, on voit qu'il y a quand même un énorme gap parce qu'il y a énormément d'attentes, mais finalement, cette perception que ça ne va pas se passer comme ça. Donc par rapport à ce que Cécile évoquait, eh bien, les salariés sont en attente d'un management basé sur la confiance, un management plus encourageant, un management qui laisse une place à l'initiative, à la coopération. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, ils nous disent, on attend ça, mais on pense que ça ne va pas arriver. La deuxième attente, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de la souplesse et de la flexibilité. Les salariés, ils veulent pouvoir gérer leur temps, gérer leurs horaires aussi, mais aussi gérer les espaces. C'est-à-dire cette forme d'hybridation dont on parle depuis le début, là, c'est une attente extrêmement forte. Et ça aussi, c'est souhaitable, probabilité assez faible. Le troisième élément, Cécile l'a évoqué, c'est le travail collaboratif et participatif. Ça aussi, pareil, on attend ça, mais on a le sentiment qu'en moyenne, ça ne va pas se passer comme ça non plus. Voilà, donc finalement, si on regarde ce qu'évoquait Cécile, je crois que les salariés sont conscients de ces transformations. On voit qu'on a probablement des rythmes différents, mais en moyenne, parce que ces études, elles donnent la moyenne,
en moyenne, on voit qu'il y a finalement beaucoup d'attentes et peut-être un peu moins de perspectives perçues par les salariés. C'est votre sentiment aussi, Cécile? Alors, quelqu'un nous a remarqué que chez les Scandinaves, ça fait longtemps qu'ils sont déjà à distance et qu'ils ont accepté. Ben, nous, on s'y met et on va rattraper le retard. Cécile, sur ce qu'a dit Anne-Sophie. Oui, je trouve que l'étude que présente Anne-Sophie est passionnante parce que c'est très important comme ça d'avoir des études à chaud et c'est très important en fait d'être dans le test and crash, c'est-à-dire en fait essayer et faire de cette étude quelque part un POC, enfin un univers pour essayer de changer les choses. Ce qui doit changer aujourd'hui, c'est en fait le management. C'est pas en fait l'attitude des salariés, puisque les salariés, ils sont dans des pratiques de travail qui leur ont été imposées par la pandémie, par la distance, etc. C'est pas la direction et les grands stratèges qui de toute façon sont là pour sauver l'essentiel et sont là en même temps pour piloter à vue. Donc, on est aujourd'hui à un nœud pour le management. Il faut monter en compétence les managers sur justement le management à distance, un management digital, un management lié à l'incertitude pour les rassurer, pour qu'ils comprennent qu'en fait, il reste des rouages qui sont indispensables, mais qu'ils doivent lâcher prise s'ils veulent faire mieux. Or, c'est très difficile aujourd'hui d'être un manager. D'abord parce que c'est vous qui, êtes en tension vis-à-vis de la crise, vis-à-vis des résultats, vis-à-vis, en fait, comme l'a dit très bien Audrey Perruchon, de tout ce qu'on doit faciliter. On doit mettre des ressources à disposition de ces équipes, mais c'est pas dit qu'en fait, on les ait. Donc, en fait, ils ont à la fois un rôle psychologique, un rôle de supply chain humaine et en même temps un rôle j'allais dire de business très important puisqu'ils doivent faire en sorte que l'essentiel soit sauvé. Donc, ces managers, il faut absolument les accompagner sur leur nouveau rôle, leur rôle qui est indispensable pour l'entreprise, mais en même temps, ce rôle, il faut le créer. D'où l'importance des études, comme l'a fait Malakoff, Médéric et Anne-Sophie l'a présenté, c'est que ces études, ça doit être un moment, ça doit être une agora pour discuter le nouveau management dans ce new normal qui est l'incertitude. Donc, Audrey, et des espaces d'agora avec des études qui sont bien argumentés, expliqués, qui sont en fait des moments de recréer et repenser. Et voilà, c'est là, à mon avis, que se trouve toute l'intelligence collective de l'organisation. Le management est en cause et sur les grandes entreprises, on le sent bien, c'est évident. Sur les ETI, c'est évident aussi. Sur les grandes organisations, et je reviens toujours à cette idée du territoire et au plus près des individus. Est-ce que cette notion et de management et des technologies et de travail à distance est actée? Pardon, je n'ai pas entendu le dernier mot. Est acté? Est-ce qu'on a fait la synthèse? Moi, je voudrais éviter des idées qui soient pour les managers top niveau et les directions générales. J'aimerais savoir si au plus près, on a basculé totalement aussi. Mais je crois qu'on est vraiment dans l'hybridation. D'abord, c'est en train de se faire. Voilà, c'est là où c'est complexe tout le temps, mais en particulier dans ce moment pour les entreprises, c'est qu'on sait bien qu'il y a des temporalités différentes selon les services, selon en effet les territoires, selon la structuration de l'entreprise. Donc ça, c'est questionné. Après, il me semble que l'autre phase d'hybridation dans laquelle on est, c'est ce que vous disiez à l'instant, Cécile et Anne-Sophie, c'est justement l'hybridation entre, et ce webinaire en est l'illustration, encore plus forte qu'on le faisait jusqu'à présent, sur la base de ce qui a été fait jusqu'à présent, une hybridation entre la connaissance, le savoir, en live, j'ai envie de dire, avec des analyses, donc des repères méthodologiques, intellectuels pour les comprendre, parce que voilà, les données comme ça, elles disent rien, traduit donc le plus possible, le plus rapidement possible dans une dimension opérationnelle, justement pour accompagner les managers, leur donner le recul et leur permettre de comprendre en fait ce qu'ils vivent et comment justement se dépatouiller, j'ai envie de dire, la situation. On en parlait aussi quand on préparait ce webinaire. Il peut y avoir d'autres types d'hybridation. Par exemple, sur le champ de la formation, il y a des expériences, alors plus développées en effet aux États-Unis, et qui ont été évaluées par des comités scientifiques avec des effets donc positifs avérés qu'on appelle, maintenant c'est le terme est connu, ça s'appelle les classes inversées. Bon, évidemment, c'est assez au cœur de la formation à distance. Il me semble que le monde de l'entreprise, le monde du management a probablement intérêt à aller regarder ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que disent les études?
Les études, elles disent que la classe inversée, donc c'était fait aux États-Unis, en tout cas ce qui a été mesuré, c'était pour des jeunes en décrochage scolaire. Elle disait en particulier deux choses. La première, c'est que les jeunes, ils peuvent lire et relire et refaire les quiz 15 millions de fois s'ils veulent, et ils n'ont pas la honte sociale de dire « Ah bah j'ai pas compris, je relève le doigt ». Donc il y a un effet absolument majeur en fait de facilitation du développement de compétences, et ça c'est intéressant pour des managers. Et l'autre point, c'est que justement ça a posé la question, quand on est ensemble avec le professeur, qu'est-ce qu'on fait, hein? On va pas répéter le cours, ou voilà, ils ont travaillé normalement. Donc c'est le moment ensemble est devenu un temps d'échange, de débat, de co-construction. Et le professeur, à cette occasion, ce que disaient les études, c'est qu'en fait, il discernait mieux les jeunes, les élèves qui n'arrivaient pas à suivre. Ils le voyaient dans leur manière d'intervenir ou pas dans le débat. Et comme c'était un débat généralisé, ceux qui ne parlaient pas, là, ils se voyaient, contrairement quand ils étaient au cours de la classe. Donc là, c'est pareil, probablement. Il y a quelque chose à prendre et à penser pour les managers. Et il me semble, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure, que les modes de relationnel, de supervision vont changer. Il faut, quelque part, on va revenir à du Mintzberg dans ce qu'il appelle la structure simple, même dans des grandes entreprises. Même moi, à Pôle emploi, pendant le confinement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé. J'ai fait des Skype inter-individuels. Donc, il y a paradoxalement une dimension beaucoup plus individuelle qui s'est développée. On est aussi en crise, donc il faut être précautionneux, il ne faut pas faire de généralité. Mais je pense qu'il y a ces éléments-là qui peuvent apparaître et que le management donc, a intérêt, et là, à toutes les lignes de l'entreprise, à regarder ce qui se fait de côté de la EdTech, beaucoup du côté de la formation d'ailleurs, qui probablement est un des secteurs qui a de la réflexion et de la pratique d'avance, pour voir comment justement il peut articuler des moments où donc il co-construit, il renforce la cohésion d'équipe, où il peut être plus affûté pour, on dit à Pôle emploi, faire plus pour ceux qui en ont plus besoin, et bien se concentrer sur les salariés qui ont des risques et utiliser toutes les technologies, les cobots, etc. Ben oui, mais ça élargit le champ de notre échange. Audrey, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Et on a des questions. Anne-Sophie et Cécile, je voudrais vous poser une petite question. Dans 10 ans, vous les voyez comment? Qu'est-ce qu'il faudra développer? Comment se fera, par exemple, l'équilibre vie perso-vie pro, selon vous? En 1 minute 30, après Cécile. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on peut voir, et ça, ce n'est pas une étude, mais c'est plusieurs études, c'est qu'on voit quand même monter un sujet qui est très important, qui est celui de l'équité, du partage de la valeur. Ça, je crois que ça va vraiment devenir très, très important. Il y a un deuxième sujet qui est très important, qui est effectivement cette question de l'articulation entre vie pro et vie perso. Ça, je crois que là, on a franchi, on avait déjà, mais là, on a franchi un pas de plus. La question des perspectives d'évolution et donc de la manière dont on va conduire collectivement le chantier des compétences est clé. Les salariés, on va devoir travailler plus longtemps, on va connaître plusieurs vies, on va avoir des modes de travail différents. Donc, comment là-dedans, comment est-ce qu'on se construit finalement un parcours qui nous permet de progresser? Et puis, le contexte, là, demande aux entreprises, les salariés demandent aux entreprises de la sécurité. Donc, comment est-ce que les entreprises vont faire pour régler tous ces dilemmes? On veut plus de liberté, de flexibilité, mais on veut plus de sécurité. On veut être impliqué dans les décisions, on veut plus d'équité, on veut plus de partage de la valeur, mais dans le même temps, on a conscience que le contexte économique est plus difficile. Donc, on est dans un monde de paradoxes et il va falloir que les entreprises et managers arrivent à régler tous ces paradoxes. Et ça va. D'ailleurs, on a une question après, avec cette période de télétravail massif et dans cette organisation hybride. Comment créer quand même ce collectif? Ce sera une question aussi. C'est une question qu'on m'a posée, je vous la pose. Cécile, tu veux peut-être compléter Ah bah oui, Cécile. Oui, Cécile. Alors, Cécile. Oui, Cécile. Oui, non. Je vous laisse, mesdames, d'accord, vous faites Anne-Sophie vient de dire, et je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, en fait, on est tellement dans des mouvements schizophréniques, d'injonctions contradictoires, que la seule solution, moi, de mon point de vue, c'est de donner à chacun des repères pour qu'il se centre et que lui-même soit la première personne à manager et que chacun puisse avoir un centre, c'est-à-dire
des compétences basiques qui lui permettent de survivre dans ce chaos quelque part. Parce qu'on va vers un management de l'incertitude et c'est très déstabilisant. Donc, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire pourquoi on fait les choses. C'est la question du sens, c'est la question du plaisir, c'est la question d'être dans un environnement qui nous correspond. Donc, ça, c'est le premier, c'est le moi. Ensuite, il y a toute la question de l'interaction sociale et on l'a bien vu avec le management à distance, c'est un des points faibles. Des points d'attention, c'est qu'en fait, on perd le sens de la relation à l'autre et ça sera demain, nous disent les psychiatres, hein, un des vrais sujets. Si on peut tout faire chez soi, pourquoi sortir, pourquoi s'habiller, pourquoi se maquiller et pourquoi ne pas vivre voilà, à travers la télé. Donc ça, c'est très important, l'interaction. Et troisièmement, c'est être capable de monter en compétence, et c'est ce que disait Audrey, dans 2 paradoxes, être IA compatible, comprendre la technologie, comprendre comment les robots, etc., vont nous donner d'autres perspectives, mais aussi sont des dangers, et développer ces compétences de centrage qui vont me permettre à moi à rester employable demain, quel que soit bien l'univers dans lequel j'évolue, l'entreprise, du bénévolat, le chômage, la retraite, etc. Voilà. Donc, c'est très important, je pense, de recentrer sur la personne pour pouvoir lui donner cette confiance parce qu'aujourd'hui, on est tous bousculés. Est-ce que ça vous intéresse que je vous pose les questions que je reçois? Comme ça, vous passez, j'allais dire le micro, c'est un peu bête. Alors, à qui incombe la responsabilité d'embarquer et les opérationnels et les managers dans cette nouvelle philosophie d'organisation? Peut-être à eux-mêmes, enfin, ce qu'on dit, enfin, ça fait partie d'une société plus globale où il y a une responsabilité individuelle qui se développe. Moi, je dirais qu'évidemment, on est dans un moment, d'abord, une crise anxiogène. Après, elle n'est pas du tout pour voir absolument le côté positif, mais il me semble que, de fait, globalement, les individus, les entreprises, les collectifs, ils ont passé cette période avec, je dirais, alors c'est tôt pour voir les impacts, mais quand même une capacité de résilience qui s'est exprimée. On était quand même très inquiets hein, quand on se met en février-mars. Donc voilà, ça s'est passé de manière compliquée, mais finalement, pas dans un collapse que certains pouvaient craindre. Il me semble qu'il y a un point important et qui peut-être peut nourrir ce que disait Cécile à l'instant, c'est que le fait de ce télétravail non prévu a fait rentrer les relations professionnelles dans une certaine intimité personnelle et relationnelle. Alors maintenant, il y a Teams, là, des fois qui met, pardon, il ne faut pas mettre, voilà, mais globalement, là, on voit, vous voyez derrière, enfin, donc il y avait des fois les chats qui passaient, enfin bon, il y a plein d'anecdotes. Hein. Les enfants. Exactement. Et je pense que c'est très positif parce que par rapport à cette dimension qu'on disait de notre relation managériale à construire et de ce risque hein, de virtualisation et de déréalisation, il y a quelque chose qu'on a peut-être touché là. Alors, les managers, c'est compliqué hein, parce qu'ils ont aussi été confrontés, il fallait qu'ils gèrent ça, puis des collègues qui n'allaient pas bien, quoi. Voilà, moi, par exemple, il y a des moments, j'avais des réunions, je rentrais dans le salon des collègues, donc on se mettait pas en vidéo tout le temps, mais je pense que tout ça porte en soi quelque chose de réinterroger et réactualiser les relations professionnelles. En tout cas, il y a un très joli tapis chez vous. Cécile, j'ai une question de Anne Rodier. Madame Dejoux, pourriez-vous donner des exemples de compétences de centrage? Oui, donc je viens de lui répondre. En fait, c'est tout un travail de recherche. On a écrit de nombreux articles tout à fait disponibles et ça sera donc l'un des axes du prochain MOOC. En fait, c'est prendre le pouvoir sur tout ce que l'IA nous vole. Notre attention, notre mémoire, la gestion de notre temps, puisque demain, on va pouvoir avoir du management par notification à la Uber, où on va vous dire, il vous reste une demi-heure dans votre agenda, faites ci, faites ça avec telle personne. Développer sa curiosité, très important, et savoir où puiser sa propre énergie. C'est ça, les 5 compétences de centrage. Et on développe ça avec des spécialistes de ces thématiques. Et surtout, on montre comment en entreprise, c'est à partir du moment où chacun est capable de repenser son attention, repenser, est-ce que je vais lâcher prise sur certains éléments que je vais donner à la machine, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je développe ma propre mémoire, parce que sans mémoire, je ne pourrais plus réfléchir. Donc ça, c'est super important. Et quand on est équilibré sur ces 5 compétences de centrage, eh bien ensuite, on va pouvoir totalement travailler avec les nouvelles technologies, l'IoT, la blockchain, l'IA, etc. On va pouvoir co-créer, lâcher prise et se réinventer sur des nouvelles compétences.
Mais si on n'a pas ça, compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, pourquoi avoir confiance en soi? C'est la base de la propre confiance en soi. C'est du soft skill, hein, c'est ça. Quand on parle de soft skill, on est en plein dedans. Alors, j'ai horreur de ce terme parce que pour bon, moi… mais non, mais vous avez dit game changer, test and crash. Je me suis dit, je vais faire mon anglicisme à moi. Vous avez raison. Donc, c'est des soft skills, voilà, si vous voulez. Une question. Alors, j'ai peut-être quelqu'un. Est-ce que le développement des groupements d'employeurs n'est-il pas une possible alternative? Je sais pas, Audrey, Cécile. Oui, enfin, bien malin qui pourrait le dire, comme on dit, mais en effet, je Alors, pense rappelez, que qu'est-ce qui se cache derrière cette question? moi, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est des reconfigurations. Enfin, on a parlé de reconfiguration potentielle là au sein des entreprises, mais c'est aussi dans le tissu économique. Et on va peut-être, voilà, attention prospectiviste, hein, c'est compliqué. En tout cas, je n'en suis pas une, mais on va peut-être vers aussi un univers plus du territoire et du méso. Enfin, entre le macro et le micro, hein, avec que ce soit les imprimantes 3D ou autres, il y a des choses qui sont pensables maintenant dans les territoires avec des modules. Enfin, on est dans une pensée un peu modulaire. C'est ça un groupement d'employeurs quelque part. Hein. Ce sont des personnes des employeurs, des acteurs économiques qui se mettent ensemble pour, je dirais, donner un continuum entre des besoins de production qui sont justement individuellement morcelés. Et donc, quelque part, c'est de faire plus ensemble, hein, comme on dit, 1 + 1 = 3 dans ce cas-là, plus ensemble pour préserver la capacité de production des employeurs dans un intérêt partagé, bien compris, avec des salariés, hein, en tout cas des personnes qui ont des profils de compétences, qui peut avoir aussi d'autres formats contractuels. Et ça, c'est évidemment très précieux dans les territoires. D'ailleurs, on le voit, sans parler de groupement d'employeurs, il y a beaucoup d'entreprises, peut-être que Anne-Sophie Godon, vous avez eu l'expérience plus sur ce sujet-là, où des entreprises actuellement sont en train de réfléchir à des partages de salariés, hein, pour justement gérer le fait qu'à un moment donné, il y en a une qui est dans le creux un peu de la production, mais l'autre qui est en tension, et garantir l'accès aux compétences et la sécurité, un peu flexi-sécurité quelque part. Anne-Sophie, un mot, parce que vous avez étudié tout ça. Ouais, je pense que c'est absolument clé et je pense que ça répond effectivement d'un côté à l'attente des collaborateurs et c'est pas d'ailleurs un phénomène nouveau parce que je crois me souvenir que déjà en 2019, on avait quand même 10% des salariés qui avaient 2 employeurs. Donc on voit que finalement le fait d'être employé, enfin du point de vue des salariés, il y a cette question finalement du multi-employeur qui peut permettre d'ailleurs de répondre à ce besoin de sécurité parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un temps plein à un endroit, mais avec 2 temps pleins, on s'en sort. Enfin, avec 2 temps partiels, on s'en sort. Donc, il y a des enjeux, effectivement, de sécurité vu du point de vue des salariés et puis aussi d'apprentissage parce que c'est quand même 2 sources de richesse complémentaires. Et puis, vu du point de vue de l'employeur, évidemment, c'est aussi là plus intéressant parce qu'il n'a peut-être pas les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein, mais il peut avoir plusieurs personnes. Et on voit que cette question très claire, enfin, très, très importante de comment est-ce qu'on arrive à faire de la mutualisation au niveau des territoires pour les petites entreprises, c'est absolument clé. Donc, il faut qu'on arrive à créer des passerelles entre les petites entreprises, entre les chefs d'entreprise, entre les salariés dans les territoires. Audrey, un petit pic qu'on envoie à Pôle emploi, on envoie toujours à Pôle emploi, vous avez remarqué. Hein. Pourquoi j'arrive pas à faire valider des formations qui sont éligibles avec mon CPF? Alors, c'est des blocages. Ça montre, enfin, évidemment, l'enjeu et l'accès à la formation est majeur pour tous les actifs, en particulier pour les personnes qui sont en recherche d'un emploi. Je ne connais pas la situation de l'internaute, donc évidemment, je ne vais pas me risquer à répondre. Bon, au-delà de ça, je suis évidemment, voilà, on peut échanger. Les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation sont des formations qui sont certifiantes déjà, donc voilà, ça dépend déjà du format de la formation. Et puis après, de fait, à la fois, il y a des fonds majeurs sur la formation, les conseillers Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi sont là pour accompagner. Ces fonds sont également orientés d'abord pour permettre à des personnes qui n'ont pas de diplôme ou de qualification de les acquérir. Voilà, donc il y a beaucoup de fonds et il y a beaucoup de besoins, donc il peut y avoir des priorisations et là aussi encore en fonction des besoins des territoires. Allez, dernière question, parce que vous avez vu, le temps passe. C'est tellement passionnant qu'on pourrait rester au moins
jusqu'à ce soir. Le prêt de main-d'œuvre, c'est une question intéressante du point de vue des compétences et de l'employabilité, de l'adaptabilité. On parle beaucoup d'agilité des collaborateurs. Est-ce qu'on peut parler d'agilité de l'organisation du travail? Je vous propose de répondre à cette question puisque ça recouvre ces deux questions. L'agilité de l'organisation du travail, c'est ça au fond la grande révolution. Anne-Sophie, Cécile et Audrey, vous répondez, Sophie, comme ça, c'est notre mot de la fin en même temps. Sophie ou Cécile? Sophie? Qui veut? Non, je crois que ce qu'a évoqué Cécile tout à l'heure me parle beaucoup. Cécile disait que finalement, une organisation, une entreprise se transforme par les personnes qui en sont la composante, donc par les salariés eux-mêmes, par les managers. Et donc, moi, je crois que la transformation et l'agilité de l'organisation, c'est avant tout l'agilité des hommes et des femmes qui sont dans les entreprises, à commencer par les managers. Donc, je crois que cette agilité-là, elle va venir de l'intérieur. Et je crois qu'il ne faut pas attendre tout de suite. Alors, on voit des organisations qui tentent de créer de l'horizontalité tout en gardant de la verticalité, mais tout ça, ça va se faire si les collaborateurs et les managers se transforment d'abord eux. Cécile? Oui, je rebondis sur ce que dit Anne-Sophie, c'est-à-dire que moi, je suis convaincue que ça passe par l'humain, donc par les personnes. Et excusez-moi pour cette petite page de publicité, mais on ouvre au CNAM un certificat qui s'appelle « Devenir acteur des transformations à l'ère de l'incertitude ». Et c'est un certificat 100% à distance avec simplement 3 cours. Comment faire de l'intelligence collective, comment devenir acteur des transformations, 2 cours à distance, et ensuite un workshop pour prendre son propre cas et devenir acteur, quelle que soit sa situation, et mettre en place et mettre en test tout ce qu'on a pu apprendre. Et donc, c'est un certificat donc dans les 30 CNAM en France et à l'étranger, qui peut être fait quel que soit l'endroit où vous habitez, dans votre région ou 100% à distance. Et l'idée, elle est là, c'est de monter en compétence chacun pour qu'il devienne acteur des transformations, quelle que soit l'organisation où il est, et qu'en fait, ça commence par sa propre transformation individuelle. Donc voilà, j'espère. On ira faire un saut, on ira écouter, on ira écouter devant notre ordi d'ailleurs. Audrey, le mot de la fin? Je pense on peut être confiant quand même, il faut être éclairé et lucide, mais il y a l'organisation du travail, elle est en train de se transformer. On voit que ça se simplifie, on voit que ça s'assouplit. Évidemment, c'est pas linéaire, ça tire dans des sens, donc il y a des tensions, mais voilà, c'est pas parce qu'on le voit pas au niveau macro que ça ne se fait pas, ça se fait plein d'endroits dans les équipes à bas bruit, et quand ça va se stabiliser, il va y avoir plusieurs paradigmes qui vont actualiser ceux qui sont en cours. Donc, continuons. Merci beaucoup. Merci Cécile d'avoir répondu à la question parce que c'est la fin. Elle est bien, Cécile, elle répond en live. Vous pouvez répondre, Anne-Sophie et Audrey aussi. Alors, Anne-Sophie, vous connaissez bien la personne qui va intervenir maintenant puisque c'est Thomas Saunier, le directeur général de la Malakoff Humanis. Il n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais j'ai eu le plaisir de l'interviewer sous format électronique. C'était quand? Je crois que c'était il y a quelques jours. Je vous propose de l'écouter tout de suite avant de retrouver notre prochaine table ronde. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci. Bienvenue Thomas Saunier, le directeur général de Malakoff Humanis. En quelques mots, vous nous rappelez pourquoi il est important ce partenariat entre le CNAM et Malakoff Humanis? Notre activité principale, c'est la retraite complémentaire et l'assurance de personnes, mais on voit notre métier pas uniquement en tant qu'opérateur de retraite complémentaire ou d'assureur, mais d'aller au-delà et de proposer des services, de proposer de l'action sociale, de l'expérience client à nos clients, qui sont les entreprises et les salariés de ces entreprises. Et ça nous amène donc à développer un certain nombre de projets, de propositions de valeur pour nos clients autour de la qualité de vie au travail, de la santé au travail, de l'absentéisme, autour des nouvelles formes de travail qui se développent, et puis aussi autour de la vulnérabilité des salariés. Et puis, on a bien évidemment besoin de faire un travail prospectif pour imaginer les solutions à proposer dans le futur. Et c'est comme ça qu'on est amené tout naturellement à travailler avec le CNAM. Et le CNAM est devenu un partenaire naturel de Malakoff Humanis. Alors, dans un premier temps, ça a été la chaire entreprise et santé. Et puis, cette chaire qui s'est étoffée aussi avec un certain nombre de travaux complémentaires autour du management, à l'heure du digital, autour du développement durable au sein des entreprises, et puis aussi autour de la gestion de l'innovation.
Alors, quelles sont les évolutions probables, selon vous, sur l'organisation du travail et quelle est votre vision du futur du travail? C'est le thème de notre webinaire. Tout à fait. Alors, on va peut-être pas être exhaustif, mais j'ai retenu trois points qui me paraissent essentiels. Le premier point, c'est bien sûr de plus en plus de digitalisation et la crise du Covid le montre avec la mise en place quasiment de façon radicale pour certaines entreprises comme la nôtre du télétravail. 15 jours après le début du confinement, on était 97% en télétravail chez Malakoff Humanis. Donc ça, je pense que c'est un premier item. Le deuxième item, c'est le besoin de sens de plus en plus des collaborateurs, des salariés des entreprises. Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de l'action de l'entreprise? Et ça, c'est absolument un déterminant essentiel. Et puis le troisième point, on y est très sensible, c'est la vulnérabilité des salariés que, je crois, les entreprises prennent déjà en compte, mais devront prendre encore de plus en plus compte dans les mois et années à venir. Imaginons quand même qu'il y a 55% des salariés, plus de 1 sur 2, qui se dit en situation de vulnérabilité, que ça soit d'ailleurs pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles. Et je crois que ça rentre dans les déterminants d'une entreprise dans le futur. En quoi ces questions que vous évoquiez vous impactent-elles en tant que groupe de protection sociale et quels sont les impacts sur les offres que vous proposez? Alors, on est un groupe de protection sociale, comme vous le dites, donc on est non lucratif et pour autant, on ne cherche pas forcément à perdre de l'argent, mais à être efficient pour le mettre au service de nos clients au travers de trois actions que j'ai pu citer tout à l'heure. La première, c'est la santé et la qualité de vie au travail, et puis l'absentéisme qui peut exister, et c'est quand même un paradoxe dans notre pays que, alors qu'on n'a jamais autant travaillé sur la qualité de vie au travail, et pour autant l'absentéisme, et notamment l'absentéisme long, augmente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on travaille beaucoup, et notamment avec vous d'ailleurs, sur les évolutions des modes de travail qui, du coup, vont impacter les entreprises et leurs salariés. Et puis le troisième point, on l'a cité, c'est la vulnérabilité des salariés. Il existait une fragilité des salariés avant le Covid, et je pense que le Covid et ces changements brutaux vont amener d'autres vulnérabilités à se mettre en avant. Et c'est là où on se doit d'intervenir. Et à ce titre, je pense que la donnée est absolument capitale en la matière. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de big data. Or, c'est quoi le big data? C'est quelque part voir les corrélations qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et donc de faire du prédictif. Et c'est à partir du prédictif que l'on arrive à mettre en place des programmes de prévention. Donc, si on veut agir en termes de prévention sur les principaux sujets que j'ai pu citer, il faut faire du prédictif, et pour faire du prédictif, il faut travailler de la donnée. Et là-dessus, je pense que notre pays a encore une petite révolution culturelle à faire en la matière. Voilà un mot sur le data-centrique, comme on dit. Merci beaucoup, Thomas Saunier. Retour au webinaire. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Voilà, retour au webinaire, je le disais, vous avez vu, j'étais 2 fois à l'écran, ce qui est exceptionnel. Alors, il nous manque Sandra Patrick est là, Isabelle nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Alors, organisation et engagement professionnel, avec nos 3 intervenants, c'est le deuxième temps d'échange de ce webinaire. On m'entend bien? Très très bien. Patrick Soré, président de Flexity, professeur associé au CNAM. Isabelle Quénon, DRH adjointe chez Veolia, et Sandra Berthezen, professeure au CNAM, titulaire de la chaire gestion des services de santé. Elle nous éclairera sur tout ce qui sera dit avec le prisme de ce secteur qui a été au front, en première ligne, a-t-on dit, durant cette crise et durant cette pandémie. On va commencer, pardonnez-moi mesdames, mais on va commencer avec Patrick. Mais avec Patrick, j'en suis désolé, c'était pas voulu. L'engagement, c'est un vrai sujet. Vous avez réfléchi aussi sur ce sujet dans les organisations à la lueur des transformations rapides. Et c'est cet engagement qui est bien au cœur des problématiques. Alors, oui, je voudrais simplement qu'on revienne un peu sur, non pas sur les termes, mais qu'on place ça un peu dans une perspective plus large. J'ai entendu tout à l'heure Olivier Ferron dire que derrière la crise de la Covid, il y a la crise sanitaire, il y a aussi une crise économique.
Et si on remonte un petit peu plus loin, il y a quand même des formidables enjeux derrière qui sont des enjeux de compétitivité mondiale, de démographie. Et je pense que le thème de l'engagement, il est apparu dans nos entreprises, peut-être après la crise de 2008, avant toute chose, qui nous a un peu fait prendre conscience d'un déficit peut-être que nous avions sur un modèle qui a été fondé sur de la compétition par les coûts. Et je crois que ça questionne très profondément nos modes d'organisation, ça questionne très profondément nos modes de gouvernance et d'exercice du pouvoir, nos modèles de développement. Et en cela, je crois que aujourd'hui, personne ne connaît véritablement la réponse. Enfin, je veux entre des modèles d'organisation très tayloriens qui nous ont permis de faire des compétitions par les coûts pendant des années, l'exigence d'agilité, d'adaptation, d'innovation, mettez les mots que vous souhaitez, qui appellent des modes d'organisation peut-être différents et qui sont un peu antinomiques avec les précédents. Enfin, donc ça questionne tout ça. Et je pense que personne ne connaît véritablement les réponses. Et c'est sur ce terreau-là que se pose la question de l'engagement. Alors, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, enfin les éclairages qui ont été donnés par Anne-Sophie Godon sont très intéressants de ce point de vue-là, parce que parlait un peu d'une dissonance entre l'idée que les salariés se font d'un futur souhaitable et de ce qui va véritablement se passer. Et je crois que dans cette dissonance cognitive, il y a un truc très important. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je pense qu'on est en train de prendre conscience que si on ne connaît pas les réponses organisationnelles et managériales qui vont nous permettre de résoudre ces antinomies, on a fondamentalement une certitude, c'est que ça ne sera pas son engagement sans faille de l'intégralité du corps social. Sauf que cet engagement, il se dédite, selon certaines études, quand on parle d'engagement dans l'entreprise, mais en revanche, quand on regarde ce qu'est véritablement l'implication des gens dans le travail, et je pense que la crise de la Covid a été frappante de ce point de vue-là, avec un trésor. Alors, le secteur hospitalier a été fascinant de ce point de vue-là par sa capacité d'implication dans le travail, et pour le bien commun, tout simplement. Et il y a une très bonne étude d'ailleurs de ce point de vue-là, qui est celle de la CFDT, je crois, en 2016, qui montre finalement que les gens sont très impliqués dans leur travail. Et je pense que dans cet interstice entre, d'une part, on se désengage de l'entreprise, mais en même temps, on est hyper impliqué dans son travail, il y a toute la question fondamentale du sens qui est en train de se poser. Je crois que la clé, elle est là pour les années à venir. En tout cas, tous nos intervenants précédents l'ont souligné. On rentre dans le vif du sujet. Merci Patrick, c'est bien, vous avez fait faire un pas de géant pour ce débat. Isabelle, dans une grande organisation comme la vôtre, parce que Veolia, par construction, c'est important. Donc, c'est un sujet important que vous avez mis au cœur de votre engagement, j'allais dire, mais votre fonction. Parce que sans engagement au sein d'une grande entreprise comme la vôtre, c'est compliqué. Oui, alors vous savez, Veolia, c'est une grande entreprise, mais c'est une somme de plein de petites entreprises, parce que les métiers de Veolia sont les métiers. C'est encore plus compliqué, j'imagine, alors, s'il y a plein de petits. Je suis pas certaine. Notre métier, c'est les services à l'environnement, produire, distribuer de l'eau, traiter de l'eau usée, s'occuper des déchets, etc. Donc, ce sont des métiers qui sont très locaux, très, très locaux. Donc, on est une entreprise, alors, j'aime pas tellement ce terme, mais globale, à la fois locale et globale. Donc oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Patrick sur la question de l'engagement. Pour nous, ça a été, et c'est un sujet qui est très important, tout simplement parce que cette crise, et notamment les périodes de confinement, où qu'elles soient dans le monde, et à quelques moments qu'elles interviennent, induisent finalement une certaine forme de dichotomie dans la communauté de travail, c'est-à-dire qu'on a en gros une grosse majorité de gens qui continuent à faire leur travail sur le terrain, nos salariés à nous, ce sont principalement des ouvriers, des techniciens, qui sont non pas la première ligne des soignants, mais la deuxième ligne, parce que pendant que tout le monde est confiné, il faut quand même continuer à distribuer de l'eau, il faut continuer à ramasser des déchets, etc. Donc, nous, on les appelle nos héros du quotidien. C'est les services essentiels, ce qu'on appelle les services essentiels. Donc, une grosse partie de la communauté de travail qui est encore au boulot dans les conditions normales, entre guillemets, pas complètement normales en réalité, parce que les flux sont pas les mêmes, mais dans des conditions, on va dire, d'exposition et dehors, et parfois au contact du public. Bon. Et puis, une autre partie de la communauté de travail qui se trouve en télétravail. Voilà, donc d'ailleurs, quand on dit télétravail, alors moi, je suis désolée, je ne suis pas très, très fan du mot, parce qu'en vérité, ce qui est vécu quand tout le monde part en confinement quasiment du jour au lendemain, ce n'est pas du télétravail. Pour moi, le télétravail, c'est quelque chose qu'on choisit, sur lequel et l'employeur et le salarié sont d'accord. Ça pose d'ailleurs des questions par rapport à un certain nombre d'entreprises qui décident, on va dire, à l'occasion de cette crise, de le développer très fortement, de façon un peu unilatérale. Ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est un transfert forcé du bureau à la maison. Pour moi, c'est pas ça le télétravail. C'est pas la définition du télétravail. Il n'y a pas de choix.
Et donc, on se retrouve avec des communautés qui sont séparées. Et tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder une espèce d'homogénéité et un collectif de travail qui sont liés par le même engagement. Donc c'est ça la question de fond. Et derrière, évidemment, il faut travailler beaucoup sur la question du sens. Elle a été très évoquée par Thomas Saunier tout à l'heure et je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. On travaille évidemment beaucoup sur le management. Donc, dans la première conférence, on a beaucoup abordé ce sujet. Je ne vais peut-être pas y revenir, mais la question centrale, c'est la question de comment est-ce que les managers, ce qu'on appelle la frontline de management, c'est-à-dire les managers très opérationnels, ceux qui gèrent directement des petites équipes sur le terrain, arrivent à maintenir un lien qui est le lien identifié par les salariés comme étant unique pour eux. C'est-à-dire que la question du sens au travail, elle dépend de comment est-ce que chacun se sent utile pour le service que la boîte va délivrer finalement à la fin. Voilà. Et puis, il y a un dernier point qui me semble très essentiel. Pardonnez-moi, je termine là-dessus, mais parce que c'est super important. Je pense que l'engagement, le lien social, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise, le sens, etc., est aussi beaucoup lié, cette crise nous l'a montré, à la question de la sécurité. J'insiste sur cette question de sécurité parce que ça peut paraître un peu basique, mais je pense que toutes les entreprises qui ont réussi pendant les périodes de confinement, mais aussi pendant les périodes de déconfinement, à montrer à leurs salariés que cette question était centrale et que l'entreprise mettait tous les moyens pour assurer la sécurité de ses salariés, sont des entreprises qui, si vous me permettez l'expression, rameront un petit peu moins sur le reste, sur l'engagement, etc. De toute façon, on vous parlait de sécurité en interne et de l'impact en externe. Vous parlez du sens, évidemment. Et l'impact dans la santé, autant vous dire qu'il était majeur. C'était en frontline. Décidément, avec Cécile, vous êtes très sur les anglicismes. Game changer, test crash. Comme j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, Gilbert, j'en ai rajouté un peu. Sandra, vous nous sortirez votre petite expression en anglais, j'espère aussi. Alors, dans la santé, justement, l'engagement, il est central. Sans engagement, on n'aurait pas eu les comportements quasi héroïques qu'on a eus et cette capacité de résistance face au mal, c'est un sujet encore plus d'acuité dans le secteur de la santé. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier, cher Gilbert, pour votre invitation. Merci à Newstank, merci à Malakoff Humanis pour cette belle rencontre depuis ce matin. On a l'occasion d'entendre de belles interventions. Alors, dans la continuité, en fait, de ce qui a été dit, et vous avez raison de le préciser, dans le secteur de la santé, la question du sens s'est posée de manière extrêmement vive depuis le mois de mars, mais si vous vous souvenez bien, c'est une question qui se posait déjà bien avant. Je vous rappelle qu'au moment où la pandémie s'est déclarée, au mois de mars, dès lors que nous avons confiné, nous étions encore dans une phase de mouvements sociaux extrêmement forts dans le secteur de la santé. Et pourtant, dès le premier jour, tout le monde s'est mobilisé en faveur des patients et pour une prise en charge de qualité face à cette pandémie tout à fait inconnue. Donc là aussi, l'occasion nous est donnée de leur rendre hommage à tous ces professionnels de la santé qui œuvrent pour nous depuis déjà plusieurs mois. Alors, ce que nous a enseigné, Alors, voilà. Désolé, on revient. Alors, on avait effectivement plusieurs webinaires en cours sur d'autres thèmes. Et effectivement, la plateforme Livestorm, vous voyez, la plateforme, parfois, elle bug. Donc, on est de retour. On a encore pas mal de gens connectés. Nous sommes de retour. Sandra, c'était vous qui parliez. En plein milieu de ce que Sandra nous exposait, qui était passionnant, et clac. Clac, voilà. Alors, comme quoi, les gens de la santé, il ne faut pas les chauffer. Sandra, continuez. On va retrouver Isabelle qui va nous retrouver tout à l'heure. Sur l'engagement, qui était un sujet central, évidemment, en cette période. Et il me semble qu'au moment où nous avons été coupés, je rappelais que justement, l'engagement des professionnels de la santé avait été largement démontré dès le début de la pandémie, alors même que quelques semaines auparavant, les mouvements sociaux étaient encore là, n'est-ce pas? Donc, la question de l'engagement, la question du sens au travail se pose déjà depuis longtemps dans le secteur de la santé. Alors, c'est difficile pour moi de vous parler du secteur de la santé de manière générale, tant son paysage est varié. Alors, on a les hôpitaux, on a les grands hôpitaux publics comme les CHU, on a les petits hôpitaux privés, on a le secteur médico-social,
avec les EHPAD, dont on entend beaucoup parler, qui sont beaucoup médiatisés. Il y a l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Enfin, tout ça est extrêmement vaste comme paysage. Et il n'empêche qu'il y a quand même 2-3 défis qui sont communs à toutes ces organisations et qui peuvent guider les défis RH en quelque sorte. Alors, nous avons plusieurs défis en matière de santé publique. Nous avons les cancers qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons les maladies de l'appareil circulatoire qui sont aussi extrêmement nombreuses. Ce sont les premières causes de mortalité dans notre pays. Et puis, à ces 2 problématiques-là, il faut rajouter les maladies chroniques, le diabète, le VIH, les cancers qui deviennent aussi des maladies chroniques et le vieillissement de la population. Donc, en plus de ça, une population qui porte les maladies chroniques dont je viens de parler, mais qui en plus vieillit, devient de plus en plus dépendante, etc. Donc, vous voyez l'imbrication qu'il peut y avoir avec le secteur sanitaire et le secteur médico-social et le secteur social. Et puis, à tous ces défis de santé publique qu'on connaît bien, eh bien, on a les défis inconnus qui arrivent comme ça, comme la pandémie. Et c'est vrai qu'en matière de RH, d'un point de vue organisationnel, c'est un vrai défi, à la fois de se projeter avec toutes ces problématiques de santé publique, plus se dire que faire face à ce type de crise sanitaire, ça n'est pas la première et peut-être que ce ne sera pas la dernière. Alors, quels sont les enseignements immédiats que nous avons tirés de cette crise? C'est que l'on s'est rendu compte que pour faire une analogie avec ce qu'a écrit Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, c'est que les soignants en particulier pendant ce qu'on a appelé la première vague, ont d'un point de vue ressources humaines combiné 2 rôles, celui de bricoleur et celui d'ingénieur. Dans les organisations qui sont très liées à l'organisation classique, dont Patrick parlait à l'instant d'ailleurs, des organisations, en tout cas dans le secteur sanitaire, fondées sur des principes que l'on pourrait rapprocher du principe taylorien, très très weberien, très très dans l'organisation bureaucratique, vous savez, avec l'organigramme à la Fayol, en râteau, vous voyez, où chacun est vraiment dans son service, dans son silo. Là, pour le coup, pendant la première vague, on s'est rendu compte qu'il fallait tellement faire face à l'inconnu qu'il fallait innover. Donc, sans vraiment le vouloir, les professionnels de la santé se sont emparés des techniques d'innovation managériale par la force des choses, j'allais dire. Contraint forcé, quoi. C'est ça. Et ça s'est très bien passé. On leur a fait confiance et on leur a donné l'autonomie, c'est-à-dire ce que l'on appelle traditionnellement la sphère gestionnaire. Les tutelles, mais aussi les managers, les cadres, les dirigeants de la sphère gestionnaire leur ont donné les moyens d'assurer cette innovation. Et ça s'est très bien passé. On a bien vu, pour reprendre une fois de plus les termes de Lévi-Strauss, que le bricoleur, eh bien, il fait avec les moyens du bord. Il n'a pas d'outils prédéfinis. Il fait avec ce dont il a besoin au moment voulu. Vous vous souvenez des masques Decathlon qu'on a utilisés en Italie en particulier, en l'absence de masques Oui. spécifiques au service de réanimation. Et puis aussi, ce que nous rappelle Lévi-Strauss, c'est que le bricoleur, il ne fait pas que avec les moyens du bord. Il y met aussi un petit peu de lui-même. Voyez, c'est aussi ça, la valeur ajoutée de bricoleur. Et pour autant, il ne faut pas négliger les côtés positifs, les apports de l'ingénieur. On a besoin de ces aspects ingénieurs. Avoir un projet, le définir, édicter les règles et les jalons qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. On a aussi besoin de ces aspects-là. On a besoin d'une tutelle qui donne un cap à suivre. On a besoin d'une politique de santé publique qui nous donne aussi les moyens d'y parvenir, etc., etc. Tout ça, on en a besoin. Ce que l'on a vu pendant la première vague, c'est, en revanche, et c'est là la nouveauté, la combinaison des 2. Et c'est ça qu'il faudrait faire perdurer aujourd'hui. C'est-à-dire que les défis en matière de RH, mais aussi de manière organisationnelle, managériale de manière générale, c'est la combinaison des 2. Sauf que ce dont on se rencontre, c'est que ça ne peut pas être mis en place sans remise en question du management, de l'organisation. Vous vouliez… Oui, Sandra, parce que évidemment, je vous soupçonne de pouvoir nous garder jusqu'à la fin de la journée avec des choses passionnantes. Mais vous savez qu'Isabelle et Patrick ont aussi des choses à dire et je voudrais notamment faire réagir Isabelle. Alors, c'est un peu décousu, on a pris un peu de retard, donc je vais avancer.
Isabelle, vous teniez un point qui était très important et qui a résonné. D'ailleurs, vous avez souri quand elle en a parlé, Sandra. C'est sur cette hiérarchie et cette évolution des modes hiérarchiques évidents, cette profondeur hiérarchique, cette autonomie, cette agilité finalement qu'il faut absolument trouver. Oui, alors, bon, au risque de faire un peu de provoque, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a été dit dans la première conférence, à savoir les salariés ont gagné en autonomie. Je ne pense pas qu'ils ont gagné en autonomie, je pense qu'ils étaient déjà très autonomes et que le management s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup autonomes, les salariés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et vous savez, quand on est dans des métiers de service comme chez Veolia, l'autonomie, elle est capitale, hein, parce que vous n'avez pas votre patron avec vous quand vous travaillez. Vous êtes sur le terrain, vous êtes directement avec le client. Donc oui, c'est un point important. Après, ce que je constate beaucoup, c'est que la crise, et notamment quand on a des phénomènes de confinement, induit des modes de communication qui ne sont pas les modes habituels. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de communication très directe, par exemple du top management de l'entreprise vers à peu près tout le monde, et que du coup, ça réinterroge les chaînes hiérarchiques un peu classiques. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on ne revient pas trop en arrière sur ce genre de choses. C'est-à-dire que quand le patron, sur des sujets très, très importants, s'habitue à parler en direct avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il le fera sur tous les sujets à l'avenir, mais ça veut dire que ça modifie quand même conséquemment la relation, la façon dont la communication est perçue et faite en entreprise. Et puis le deuxième point, c'est le rôle central du management opérationnel. J'en ai déjà parlé. Mais ce qui va évoluer, je pense que c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que chacun sente qu'il est à sa place dans ce qu'il fait et là où il le fait, il faut que la relation managériale prenne de plus en plus en compte cette individualisation. Et on sait que c'est ça qui est difficile dans le management. Gérer une équipe en gérant tout le monde pareil, je caricature évidemment, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de prendre en compte la personne isolée, la personne très autonome, celle qui l'est moins, celle qui est fragilisée par la crise. Vous avez parlé des vulnérabilités avec Thomas Saunier dans l'intermède entre les deux conférences. Ça, typiquement, c'est un point d'attention très important pour l'avenir et qui, je pense, va aussi modifier le rôle du manager. Est-ce que l'idée du bricoleur avec l'ingénieur, c'est quelque chose qui… Ça me plaît énormément. Et quand j'ai écouté Madame en parler tout à l'heure, je vous garantis que j'ai énormément projeté ce que ça voulait dire dans l'organisation que je sers. Je trouve que c'est très juste, c'est très bien théorisé accessoirement, mais je pense que ça rejoint une réalité très forte dans beaucoup d'organisations. Moi, j'aime beaucoup. Sandra, merci pour ce concept. Je vais le partager et je dirais que c'est vous, je vous rassure. C'est une idée à moi. Patrick, alors, on a bien vu que les choses bougent, on a bien vu que les choses ont bougé par la force des choses. Il y a quand même un certain nombre d'éléments, des points de friction, des sources de friction. Vous parlez des sources de mal-être. Est-ce que vous pouvez nous les résumer qui permettront d'identifier un peu ces sujets, ces points irritants? On peut peut-être dire une chose, c'est que pour engager les gens, ce sera bien déjà de ne pas les désengager. Ça peut commencer par là. J'aime bien effectivement l'idée évoquée par Sandra là sur le bricoleur et le penseur. Et quand c'est la même personne, ça pose en fait… Oui, l'ingénieur. Ça renvoie à deux choses. D'abord, ça renvoie à la question d'autonomie, qui est centrale dans tout ce qu'on est en train d'évoquer. Et alors, la vraie question, c'est est-ce que les collaborateurs et surtout les managers, parce qu'on fustige beaucoup le rôle du manager, enfin, le fond du problème, c'est de regarder peut-être le système de contraintes auquel il est confronté. Et le système de contraintes nous renvoie à la question de la gouvernance de nos entreprises. Il y a certains types d'entreprises dans lesquelles peut-être on fait une allégeance trop importante aux propriétaires, conduisant à réduire à peau de chagrin l'autonomie. Et ça fait mal au bide des gens. Et comme les gens sont fondamentalement, comme le disait Sandra, impliqués dans leur boulot, c'est-à-dire qu'ils essayent de bien faire. Et ils essayent de bien faire pourquoi? Pour l'intérêt du bien commun. Mais quand ce bien commun ne leur semble plus poursuivi par un mode de gouvernance qui a réduit la finalité de l'entreprise à quelques indicateurs de court terme, parce qu'on a fait allégeance aux propriétaires, par exemple, ça fait une dissonance cognitive, comme le disait Anne-Sophie Godon tout à l'heure, qui est extrêmement dure. Donc je crois qu'il y a trois… alors ce sont des sentiments, ce ne sont pas des réalités, c'est ce que perçoivent les gens. Mais je pense qu'il y a trois sentiments profonds qui trouvent leurs racines dans la société civile, qui est un terreau anxiogène, comme c'était dit dans la précédente conférence, mais qui date d'il y a très longtemps. Sandra avait raison de le rappeler, ça date d'il y a très longtemps, et je pense que ça trouve ses sources dans la désindustrialisation des économies occidentales il y a très longtemps. Il y a trois sentiments qui se développent dans la société civile, et que nos entreprises, ou qu'un certain type d'entreprise, trop taylorisées, si j'ose dire,
viennent amplifier de façon très très forte. Alors, le premier, c'est le sentiment d'absence de sens. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se fait entre l'idée que se font les gens de ce que devrait être une entreprise et la réalité à laquelle ils sont confrontés. Dans la tête des gens, une entreprise, c'est quelque chose qui donne sens, qui a une finalité, une mission, une raison d'être. Ça renvoie à l'entreprise à mission. Quelque chose qui donne sens au travail des gens et à l'intérieur duquel ils peuvent apporter une contribution individuelle qui se manifeste par un minimum d'autonomie. Et en absence de cette autonomie, la contribution individuelle, elle n'existe pas. Donc une sorte de dissonance cognitive, au fond, qui fait mal au bide, quoi, pour dire les choses extrêmement simplement. Le deuxième truc, c'est le sentiment d'impuissance. Il existe dans la société civile. Je regarde un truc, parce que les gens sont tous sauf cons, ils observent les choses. Moi, j'ai noté un truc que j'ai chopé sur Twitter ce matin, qui m'a frappé. En 1980, la Chine, c'est 5% du PIB mondial, et les États-Unis et l'Europe, c'est 20 à 25%. Aujourd'hui, la Chine, c'est presque 20%, et l'Europe, paf, on est décroché à 12%. Voilà, sur un plan économique et démographique, on sait où sont les enjeux. Ce sentiment d'impuissance, si vous n'avez pas d'autonomie et que vous rajoutez à cela ce que nos organisations sont capables de faire, c'est-à-dire des injonctions contradictoires à n'en plus finir, c'est-à-dire nos organisations matricielles, n'en parlons pas, vous avez un chef hiérarchique qui vous demande « je veux du blanc », je veux pas de blanc, je veux pas de noir, et puis vous avez un fonctionnaire qui vous dit surtout pas de nuance de gris. C'est celui qui est sur le terrain qui est confronté à ça et qui se démerde. C'est ça qui fabrique du sentiment d'impuissance. Et puis vous rajoutez une troisième dimension, après le sentiment de la dissonance et la perte de sens, le sentiment d'impuissance. Le troisième truc, c'est le sentiment d'injustice. Beaucoup d'entreprises, on a tous forgé nos politiques de rémunération sur des mêmes modes, avec des politiques d'individualisation par des objectifs, dont on voit qu'ils sont pas plus nuancé, Patrick, vous parliez de non-reconnaissance, vous parlez carrément d'injustice maintenant. Mais dans certaines entreprises, bien sûr. Est-ce que vous pensez une demi-seconde, et là, Sandra me contredira si je dis une énormité, mais je suis absolument convaincu que le personnel hospitalier, avant d'avoir besoin d'applaudissements, il a besoin de moyens. Il avait besoin d'avoir des masques, il avait besoin de... Enfin, voilà, je pense qu'à un certain moment, c'est ça qui est vécu comme une injustice. Et ces trois sentiments-là, qui trouvent leur source dans la société civile, c'est le terreau anxiogène dont on a parlé, qui est renforcé par la multiplicité des crises, la crise de 2008, la crise sanitaire, l'absence de perspective, sont des sentiments qui sont profonds. Et je pense que si un certain type d'entreprise les amplifie, c'est on a poussé à son paroxysme un mode d'organisation qui fabrique que de la productivité. Et donc ça provoque deux effets. Difficulté d'adaptation et d'innovation sur le terrain, et donc là, c'est très certainement une des raisons pour lesquelles les entreprises qui sont aujourd'hui en train de montrer une vraie capacité de résilience, ce sont celles qui sont pas agiles, ce sont celles qui sont efficaces, démerdes, sur lesquelles c'est pas de l'organisation agile dont on a besoin, c'est de la gouvernance agile, et de la gouvernance sur le terrain. Ce sera intéressant de regarder les chiffres, je serais curieux de savoir, dans la grande distrib, quels sont les acteurs qui ont profité du premier confinement. Je suis assez certain que ce sont tous ceux qui sont organisés en mode local, les systèmes U, Leclerc, Intermarché, etc. C'est pas pour rien. Et je suis assez convaincu que l'une des réponses, peut-être, d'un point de vue organisationnel, et Isabelle a parlé de local tout à l'heure, même si le terme faisait l'anglicisme d'Isabelle pour faire plaisir à Gilbert, mais c'est certainement dans ces modes d'organisation qu'on va trouver une piste de réponse. Alors Isabelle, on aurait pu interviewer la grande distrib. Alors, il y avait Alexandre Bompard ce matin, le patron de Carrefour à la radio, qui a parlé de tout ça. Je crois qu'il a bien profité, même s'il n'est pas en local, il est en franchisé. Mais en tout cas, la grande distrib a bien profité. Carrefour, c'est intégré. Je pense que c'est intégré. Alors, il parlait de franchise, mais bon, peu importe. De toute façon, en tout cas, c'est pas un local, c'est pas un Intermarché ou c'est pas un Leclerc. Isabelle, il demandait est-ce que dans la grande distrib, il se posait des questions, mais on va vous poser la question à vous tout de suite, puisque vous êtes un peu dans cette logique de territoire massif en termes d'effectifs, avec plusieurs segments hiérarchiques. Enfin bref, vous avez toutes les qualités de la grande distrib aussi. Oui, absolument. Ça ressemble beaucoup, je pense, parce qu'on ne peut pas délocaliser ces métiers-là, que ce soit la distrib ou que ce soit les métiers de Veolia. Moi, tout ce qu'a dit Patrick résonne énormément. Et là où j'abonde complètement, alors nous, on a la chance d'avoir cette dimension très locale, mais en fait, la productivité, elle vient pas de la d'avoir une entreprise pyramidale, pardonnez-moi, je vais pas y arriver, et elle vient du fait qu'effectivement, l'intelligence, elle est très locale et l'efficacité est très locale parce que on sert nos clients très localement. Je voulais aussi rebondir, et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que
Vous savez, quand on a fait, toutes les entreprises ont fait des rétex de ce qui s'était, des retours d'expérience, pardon, de ce qui se passe pendant le confinement, pendant le déconfinement, etc. Et nous, ce qu'on a eu beaucoup en retour d'expérience par rapport à la période de confinement, c'est la rapidité de prise de décision. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a un truc qu'on a fait là et qu'on aimerait bien pas perdre, c'est que les décisions se sont prises très rapidement parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait décider très vite, parce qu'il fallait, si possible, ne pas se tromper dans les décisions. Donc, vous voyez, tout ça est alimenté aussi par tout ce qu'on a vu, observé pendant la crise. Je voudrais revenir aussi sur un des propos de Patrick sur le sens et la raison d'être. Alors moi, il se trouve que je fais partie d'une entreprise dont le patron a été un des premiers à parler de ça, et en gros à dire que l'entreprise n'est pas utile parce qu'elle est prospère, mais prospère parce qu'elle est utile. Antoine Frérot, il a dit ça il y a déjà longtemps. Je crois que maintenant, ça fait à peu près consensus, cette idée-là. Je rappelle simplement, quand il a commencé à le dire il y a 3 ans, il était un petit peu seul, y compris parmi ses collègues chefs d'entreprise. Et on s'est, nous, Veolia, doté d'une raison d'être dans laquelle on adresse tout ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Donc, effectivement, l'actionnaire est une de ces parties prenantes, mais il y a d'autres parties prenantes. Il y a les salariés, il y a les clients. Pour nous, il y a la planète, parce qu'on intervient beaucoup sur ce registre-là. Et puis, il y a évidemment ce qu'on va appeler les territoires ou la dimension sociétale. Et on a complètement intégré cette dimension-là dans tous les aspects de l'entreprise, dans les plans long terme, dans les budgets, même dans la politique de bonus de l'entreprise. Parce que c'est notre épine dorsale, en fait. Voilà, c'est notre épine dorsale et on est absolument convaincus que si on n'intègre pas ça, c'est la mort assurée dans quelques années ou quelques décennies. Donc, c'est très important. Et le dernier point sur lequel je voudrais reboucler, c'est la notion de confiance, parce que pour moi, elle est quand même assez essentielle. Et cette crise, elle est essentielle tout le temps. Mais cette crise, là aussi, agit comme un révélateur, comme un catalyseur. Vous savez, on dit souvent, moi, il y a une chose qui m'étonne beaucoup, et ça reboucle sur les modes de management. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis sûre que vous avez déjà entendu. Vous n'aimez pas ça, vous me l'avez dit. Voilà. Eh bien, je comprends pas cette phrase. Voilà, pour moi, c'est un oxymore, cette phrase. Justement, s'il y a de la confiance, il n'y a pas de contrôle. Donc, les modes de management, ils changent dans ce sens-là aussi. Plus de confiance, moins de contrôle, et ça veut dire aussi soulager les managers, Patrick l'a très bien dit, de tout ce qu'on leur demande, de tous les reporting, toutes ces choses-là. Ça nécessite aussi une réflexion sur nos modes de gouvernance et sur nos modes de management. Ouf, il y a du boulot, hein. Non, mais c'est un bon enseignement. C'est un bon enseignement. Cette crise, elle n'a pas que des effets négatifs. On en tire aussi des choses, c'est ce que disait Sandra, on en tire aussi des choses très positives. Allez, on va passer aux questions. Excusez-moi, le temps passe. Sandra, évidemment, le bricoleur et l'ingénieur ont beaucoup plu à nos internautes. Est-ce que dans l'avenir, c'est le bricoleur qui demandera conseil à l'ingénieur quand il en aura besoin et non l'ingénieur qui imposera ses choix au bricoleur? Eh bien, normalement, ni l'un ni l'autre. Parce que si on veut être vraiment dans une ambition d'appréhender la complexité des situations à venir, il s'agirait de faire en sorte que tous les collaborateurs soient à la fois ingénieurs et bricoleurs. Et ça suppose quand même une remise en question, ça a été dit de toute façon depuis ce matin, ça suppose une remise en question de l'organisation de manière générale. Comment devenir à la fois bricoleur et ingénieur si on n'apprend pas à bien penser, si on n'apprend pas ensemble à poser les problèmes avant d'essayer de les résoudre. Et s'il y a des gens qui sont issus du secteur de la santé qui nous écoutent, ils verront très bien à quoi je fais référence, puisque la démarche qualité est une démarche obligatoire, réglementaire à l'intérieur des hôpitaux, en termes de qualité totale. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Pourtant, on n'apprend pas les relations entre les éléments. On n'apprend pas à les connaître, on n'apprend pas à les voir, on n'apprend pas à voir les boucles de rétroaction. Quel est le lien entre la mise en œuvre d'un nouveau protocole de soins et l'absentéisme 4 mois plus tard du personnel? En fait, qui le sait? Donc, il faut se pencher collectivement. Donc, ça suppose aussi de la collaboration, de la coopération, de la co-construction. Mais ça s'apprend, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on le propose aux collaborateurs qu'ils vont avoir confiance et envie de le faire. Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Qui nous a appris à le faire? Vous mettiez le doigt sur un sujet. On a fait beaucoup de montées en compétences techniques.
on a fait peu de compétences en montée en compétences humaines. Et c'est ça peut-être un enjeu de demain. Alors, et pour terminer, parce que avec la confiance, va l'autonomie, mais pas n'importe laquelle, c'est l'autonomie concertée. L'autonomie par expulsion à laquelle vous faisiez référence, hein, Madame, à l'instant, celle qu'on a eue peut-être un petit peu trop comme ça parce qu'on s'est mal organisé avec le confinement la première fois, c'est un coup d'essai. Mais l'autonomie, elle est concertée. Elle est concertée avec son supérieur hiérarchique, elle est concertée avec son équipe, on nous donne les moyens de l'assumer. Et tout ça nous fait dire qu'on a besoin de développer des connaissances dites tacites. Et dans le secteur de la santé, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas que apprendre à travailler ensemble entre professionnels, ça veut dire aussi travailler ensemble avec d'autres professionnels de la santé, avec lesquels on n'a pas l'habitude de collaborer parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de l'organisation. Ce sont des praticiens libéraux à l'extérieur, ce sont des représentants de la tutelle, etc. Mais ça veut dire aussi collaborer avec les patients et avec leurs proches. Alors, on a des textes qui vont dans ce sens-là, qui engagent vers le sens de l'autonomie concertée et de la coopération avec des textes liés aux droits des patients, à la démocratie en santé. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. C'est pour ça que l'on voit aussi ces initiatives se développer comme celle de l'expérience patient ou du patient expert. Quand on fait le choix d'avoir un patient au sein de notre équipe pour ce qu'il est, un malade, et lui reconnaître cette compétence que nous n'avons pas en tant que soignants, par exemple, hein, la connaissance de sa pathologie. Vous voyez, ça fait écho à toutes les techniques de design thinking, on voit ça aussi dans le jeu vidéo, etc. Mais se mettre en danger de cette manière, d'un point de vue managérial, en acceptant que les patients intègrent les équipes pour nous dire ce qu'ils vivent et donnent leur opinion sur comment organiser un parcours de santé, c'est ça aussi, hein, l'évolution. C'est apprendre à travailler différemment avec les autres sphères, gestionnaires quand on est soignant et inversement, avec les autres professionnels, indépendamment de notre propre service. Et là, il faut faire bouger les cloisons, parce qu'on est très, très cloisonné verticalement et horizontalement. Et puis aussi travailler avec les clients au sens large, les patients, etc. Parce qu'on ne peut pas parler, et je terminerai juste là-dessus, on ne peut pas parler de e-santé, que ce soit en termes d'accompagnement des patients ou en termes de management des activités. On ne peut pas parler de care si on ne développe pas ces compétences-là. C'est vraiment la combinaison de ces compétences tacites et explicites qui vont nous permettre d'aller vers des compétences extrêmement techniques, d'une part, et du care ensuite, ce dont on a besoin dans le secteur de la santé, là, déjà tout de suite, mais encore plus dans l'avenir. C'est limpide comme de l'eau de roche. Merci beaucoup, Sandra. Patrick, Isabelle, j'aimerais aussi, alors Patrick, vous, votre point de vue avant de conclure ici avec Isabelle, c'est de retrouver les fondamentaux de l'entreprise et les fondamentaux du management. Et expliquez-nous ce concept. J'ai presque envie de dire que l'enjeu, ça va être de remettre l'église, la mosquée ou la synagogue, comme vous voulez, au milieu du village, ou le bar du commerce, quoi, genre, ce qui est sympa aussi. Ça serait bien, le bar du commerce, enfin. Ben ouais, ça serait très bien. On donne pas du sens. Ça fait sens ou ça fait pas sens. Je pense que l'un des dangers, c'est tous ces mots autour du réenchantement, du machin, c'est-à-dire coller quelque chose de factice sur une réalité qui ne l'est pas, et ça passe pas parce que les gens ne croient pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés au réel. Et c'est Lacan qui disait, le réel, c'est quand on se cogne. Ouais, bah, les gens, c'est ce qu'ils vivent. D'ailleurs, c'est ce qui s'appelle l'expérience collaborateur. Donc, quand on dit la solution à tous nos antagonismes de compétition, etc., c'est la coopération, c'est pas la solution, la coopération. C'est pas vrai. C'est le problème. C'est qu'on sait plus coopérer. Et c'est pas l'homme qu'il faut remettre au cœur de l'entreprise, c'est l'entreprise qu'il faut remettre dans le cœur des gens. Voilà. Et donc ça, pour moi, je pense qu'il y a 3 voies qu'il faut explorer. La première, c'est celle du bien commun. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un projet collectif qui effectivement fait sens. Et ça, restaurer le bien commun, c'est questionner profondément l'équilibre des parties prenantes. Isabelle l'a très bien dit. À partir du moment où on fait allégeance à une seule des parties prenantes, de manière trop importante, hein, l'idée c'est pas de fustiger telle ou telle partie prenante. Quand on a eu un président qui nous a dit notre ennemi c'est la finance, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas un il est plus président. Hein. Ouais, il est plus président, ouais. Mais quand il disait notre ennemi c'est la finance, ça n'a pas de sens. Enfin, la finance joue son rôle comme l'État joue son rôle d'actionnaire, d'actionnaire et de donneur d'ordre. Le problème c'est l'allégeance.
et l'allégeance qui conduit à un excès de poids de l'une des parties prenantes par rapport aux autres. Donc il faut retrouver cette idée que l'entreprise est un bien commun, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit publique ou privée, et non pas quelque chose qui serait asservi aux intérêts d'une seule des parties prenantes ou trop asservi aux intérêts d'une seule des parties prenantes. Et ça réglerait une partie de la dissonance qu'évoquait Anne-Sophie Godon dans la première conférence. Le deuxième truc, je pense, c'est une notion de cohérence pour travailler un peu sur le sentiment d'impuissance. Dire d'autres termes, c'est aligner le discours et les actes. Les gens ne supportent plus des discours plaqués sur des choses qui ne correspondent pas au réel. Et je le redis, le réel, ils le vivent, donc ils l'observent, ils le comprennent, avec une vision peut-être pas toujours parfaite, bien évidemment, il leur manque des bouts, certainement, mais en même temps, et ça pose de ce point de vue-là, bien sûr des questions organisationnelles et managériales, mais aussi la question de l'exemplarité du management, de l'exemplarité de la hiérarchie, etc. Aligner le discours et les actes me semble être une condition sine qua non sur les années à venir. Et puis la troisième… Rapidement, Patrick. Ouais, la troisième, c'est de retrouver le sens profond de la notion de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance morale s'il n'y a pas de la récompense financière. Il faut juste arrêter de faire croire ça aux gens. Donc les applaudissements, ça ne suffit pas, bien évidemment. Et deuxièmement, la véritable reconnaissance, c'est de reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Et là, je pense qu'on a un énorme travail à faire, ne serait-ce que sur notre capacité à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres, et donc d'éducation. Et d'éducation vers le haut plus que vers le bas d'ailleurs, généralement. Vous avez bien, merci Patrick, c'est frappé du coin du bon sens et en même temps très intelligent. Isabelle, vous écoutez ça, alors on ne vous donne pas des leçons, hein, vous l'entreprise, mais comment ça peut concrètement se mettre en place? Écoutez, c'est difficile de rebondir là-dessus, je ne peux pas être plus d'accord que ce qui a été dit là. Et comme je le disais, je pense que, enfin, en tout cas, pour l'entreprise que je connais bien, dans laquelle je travaille, c'est dans ce sens-là qu'on travaille depuis des années. Après avoir été, je le rappelle, un peu seul, quand même, sur ce sujet-là, il y a quelques années. Donc oui, je pense qu'il n'y a que ça qui marche, concrètement. Je vais, quitte à reformuler ce qu'a dit Patrick, ne pas raconter de crack, dire la vérité, ne pas laisser imaginer non plus des choses radieuses qui ne viendraient pas, dire la vérité, être toujours extrêmement concis et précis dans les informations qu'on donne, et puis essayer de co-construire au maximum. C'est pas une vue de l'esprit, mais vous voyez, je pense que les gens qui travaillent dans les entreprises et qui apprennent dans la presse qu'ils vont passer en télétravail pour toute la vie à partir de telle date sans qu'on leur ait demandé leur avis, je pense que c'est compliqué aussi pour ces salariés de voir du sens et de se sentir engagés. Donc voilà, on a ce qu'on récolte en résumé. Merci beaucoup, c'était passionnant, mais vous ne vous rendez pas compte les messages qu'on a. Merci pour tous ces propos que vous avez tenus. Est-ce qu'on pourra revoir en replay? Évidemment, pour qu'on pourra revoir en replay cet échange, moi-même, je me regarderai encore une fois ou deux parce que j'ai trouvé passionnant. Patrick, Sandra, Isabelle, tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Longue vie à tout ce que vous faites et bonne continuation. La présidente de la… Bravo pour cette conf. On m'envoie un petit message. Merci Isabelle. Merci Isabelle, merci Sandra, merci Gilbert. Merci à tous, très intéressant. Est-ce que Florence est là? Mais oui, Florence est là. Alors Florence Poivret, que j'ai connue moi personnellement au MEDEF, qui a été industriel. Pardon? Non, je dis aïe aïe aïe, MEDEF. Aïe aïe aïe, mais on peut le dire, il n'y a pas de honte. Attention, c'est écrit sur Internet en plus. Qui a fait une carrière dans l'industrie également, dans l'industrie du plastique, si je ne m'abuse. Et puis qui est présidente de la fondation du CNAM et qui va conclure ces échanges. Alors, c'était passionnant, Florence? Oh là là, formidablement passionnant. Alors, bonjour à chacune et à chacun. Je voudrais moi aussi commencer par dire un immense merci à Malakoff Humanis et à vous, Newstank, de nous accompagner dans cette réflexion d'évolution, de bouleversement du travail, de mode de travail. Ce sujet est absolument passionnant et moi, ce qui m'enthousiasme dans ce que j'entends depuis 2 heures, c'est que chacun des intervenants était formidablement concret et engagé dans le sujet, de façon positive, avec une vraie volonté d'apporter des champs et des voix nouvelles. Et ça, je trouve, ça fait un grand bien. Évidemment, un vrai enthousiasme parce que la dirigeante de PME que je suis et qui a fait de l'aventure humaine de son entreprise la véritable aventure passionnante de son engagement professionnel.
de vous avoir entendu les unes et les autres, et vous, monsieur, remettre l'homme résolument au cœur des évolutions, ça ne peut que me rendre très, très enthousiaste. Alors, ce que je retiens, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'homme a été remis au cœur, mais à la fois dans sa dimension personnelle, et Cécile Dejoux l'a beaucoup évoqué, mais pas qu'elle, et dans sa dimension de collaborateur, dans son organisation, dans son entreprise, et dans sa dimension d'homme ou de femme dans son environnement plus élargi. Même la confiance a été déclinée, je dirais d'une certaine façon. La confiance en soi, c'est-à-dire l'homme ou la femme elle-même doit être accompagnée, et évidemment la confiance que l'homme ou la femme va trouver dans son organisation. Je me permettrai d'ajouter une dimension qui me paraît assez intéressante et révélée de façon, comme tout le reste, assez forte par la crise. C'était sous-jacent, mais ça devient, à mon sens, plus fort. C'est que cette dimension humaine, on la retrouve d'une certaine façon aussi comme une des composantes dominantes de la troisième révolution dans laquelle nous embarque la révolution numérique et de l'intelligence artificielle. C'est le dopage de cette composante humaine. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je trouve très intéressant de voir que, au fond, il va y avoir un regain de besoin de communication des hommes, d'attention, je dirais, de l'homme au service de l'homme. On avait un petit peu oublié au profit d'une accélération et d'une course vers des technologies et vers des progrès technologiques renforcés. Voilà, et ça, quelque part, ça s'appelle l'empathie. Et je pense que l'empathie est une dimension nouvelle dans le paysage et qu'elle fera différence. Et qu'elle fera demain différence sur un bon nombre de métiers. J'ai été étonnée hier au journal télévisé de découvrir que le département de la Manche avait pour témoigner dans le journal, une chargée de mission hospitalité. Voilà l'ouverture de l'humain qui va se développer de façon très forte. Alors, la crise a changé les choses. Et la dernière question pour vous, Florence, vous disiez que vous y reviendrez, mais la crise a changé les choses, a transformé la société, a transformé les organisations. Au fond, vous vous dites, comme Patrick, comme beaucoup de gens, on a remis l'humain au centre, les relations humaines au centre. Peut-être, on a bousculé le management, on a changé les choses pour replacer la relation à l'autre, tout simplement. Oui, le lien, la crise, le lien, la proximité, le territoire, c'est évidemment des dimensions très, très fortes. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expression, le slogan maintenant, qui va être notre slogan du bricoleur à l'ingénieur. Moi, je pense que, alors, elle est beaucoup moins fun, hein, la mienne, mais du collaborateur à l'entrepreneur. Je pense que à la fois cette autonomie que malgré tout un certain nombre ont trouvé en étant isolés, mais cette aspiration à l'autonomie, c'est pour moi, et c'est formidablement intéressant et enthousiasmant, un peu l'idée que chacune et chacun vont devenir un peu plus entrepreneurs de leur propre parcours, mais aussi entrepreneurs de la mission qui leur est confiée. Et évidemment, après, beaucoup de choses passionnantes ont été dites sur le management, sur la gouvernance, le sens, etc. Mais bien sûr que tout sera, les grands enjeux que nous allons avoir, entrepreneurs, c'est d'arriver à articuler avec intelligence cette individualité, certains diront individualisme, hein, cette liberté de temps, cette liberté de lieu auquel chacun, et moi-même la première, ça me fait du bien aussi de temps en temps de retrouver cette liberté de temps et de lieu. On va aspirer, et je crois qu'il faut qu'on y réponde. L'étude de Malakoff Humanis a montré qu'il y avait des aspirations hyper lumineuses et intelligentes de la part des collaborateurs. Il faut qu'on les écoute, qu'on les regarde et qu'on voit comment les transformer de façon tout à fait pertinente et moderne. Et voilà.
Bon. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Alors, il y a un sujet qui, oui, on a parlé de gouvernance avec le sens, avec l'éthique, avec le bien commun. On a parlé du management de transition, du management intermédiaire qu'il va falloir accompagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je pense aussi que dans cette dimension de chacune et chacun devenant entrepreneur, il y a un sujet qui me paraît extrêmement important, c'est donner les moyens à chacune et à chacun d'oser et de gérer le risque. Et de bien les mettre avec justesse en responsabilité face aux risques qu'ils vont devoir prendre. Mais tant mieux, tant mieux. C'est peut-être le sujet du prochain webinaire, Florence. Hein, vous nous donnez des pistes déjà. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Moi, je pense que c'est fondamental et que je ne suis pas sûre que nous soyons, en tout cas dirigeante de PME que je suis, on le fait un peu au feeling, mais je ne suis pas sûre que nous soyons formidablement outillés là-dessus, encore. Ben, on va y aller de toute façon parce qu'il y a beaucoup d'intelligence au CNAM, hein, donc les gens réfléchissent et trouvent des solutions et des idées. C'est ça le plus important. On nous remercie, vous vous rendez compte Florence, on nous envoie des messages pour nous dire merci de ces échanges, combien ils étaient denses et riches. Voilà, c'est la preuve qu'il faut de l'intelligence pour avancer. Hein. Ouais, merci à vous et de cette collective. Bravo, bravo et merci. Merci à tous. Je vous dis à un prochain webinaire puisqu'avec le CNAM, nous sommes partis pour une logique de webinaires tout au long de l'année. Ce sera avec grand plaisir que je retrouverai les enseignants et des experts des entreprises. À très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup Florence, bonne continuation, à très vite. Merci à Malakoff Humanis, j'allais oublier aussi le partenaire. À très vite. Merci à Claire aussi qui a organisé toute la partie technique derrière nous. Merci, au revoir. Au revoir.